Tous les êtres vivants, qu'ils soient de population animale, végétale, microbienne ou bactérienne, produisent des molécules chimiques. On les appelle des métabolites. Les métabolites sont des composés organiques synthétisés par différentes voies de biosynthèse. On distingue les métabolites primaires ou structuraux et les métabolites secondaires. Les métabolites primaires comme les acides aminés, les acides gras ou les sucres assurent des fonctions vitales d'un organisme comme sa croissance et sa reproduction. Chez les organismes photosynthétiques comme les cyanobactéries, les algues et les plantes, les métabolites primaires comprennent les pigments indispensables à la photosynthèse. Ces pigments, qui captent l'énergie lumineuse à différentes longueurs d'onde, peuvent varier selon la profondeur dans les milieux aquatiques. Chlorophylle et dérivés, caroténoïdes, phycocyanine, phycoérythrine. Les métabolites secondaires sont dérivés des composés primaires et assurent des fonctions de structure, de protection ou de communication chimique. Ils comprennent différentes familles de composés comme les phénols, les alcaloïdes et autres composés azotés et les terpènes. Ces composés sont émis dans le milieu de vie des organismes, l'air, les sols et sédiments ou l'eau. Ils peuvent avoir une structure simple ou complexe, agir seuls ou en cocktail, à faible ou forte concentration. L'étude de ces divers métabolites peut permettre de mieux comprendre la structuration des réseaux trophiques, la dominance d'espèces sur d'autres, la facilitation entre espèces et leur vulnérabilité aux polluants et aux changements climatiques. On se demande alors comment quantifier ces métabolites. Il existe différentes techniques de quantification des métabolites, des mesures in situ avec des techniques de sonde et des mesures en laboratoire avec des techniques de spectrophotométrie ou des techniques de chromatographie. Les métabolites dans l'environnement aquatique peuvent être quantifiés de façon in situ en fluorescence. Plusieurs sondes et capteurs permettent de les mesurer. Par exemple, la sonde BBE fluoroprobe, c'est un spectrofluoromètre équipé de plusieurs LED capables d'émettre des différentes sources d'excitation de lumière. Elle est utilisée pour mesurer la chlorophylle totale des différentes classes algales et la matière organique colorée. Le capteur Cyclope 7F, qui repose sur le même principe de fonctionnement, et permet aussi de mesurer la phycocyanine. Et en dernier, la BBE, bentotorche, qui mesure la chlorophylle benthique sur les différents substrats, pierres et sédiments. Les avantages de ces sondes sont qu'elles sont faciles à utiliser. Elles donnent des informations rapides et relativement fiables. Par contre, elles peuvent donner une sous-estimation ou surestimation par rapport aux analyses du laboratoire à cause des interférences lumineuses et de la fluorescence partielle du milieu. Ici, avec la technique de la spectrophotométrie, on va mesurer les absorbances à des longueurs d'onde spécifiques aux pigments étudiés. Et on va ensuite pouvoir calculer les concentrations en chlorophylle A, B et C effets aux pigments des échantillons extraits. On va prélever un certain volume d'eau dans le milieu naturel. Ce volume va être filtré afin de récupérer les cellules algales qui sont extraites. Les pigments sont extraits à l'acétone. Cet extrait est ensuite filtré pour ensuite être mesuré en spectrophotométrie et obtenir la concentration en chlorophylle. Cette méthode est facile à réaliser, elle permet une quantification précise au microgramme par litre. Cependant, elle peut être chronophage s'il y a beaucoup d'échantillons et elle ne permet pas l'analyse d'autres pigments que la chlorophylle et l'effet aux pigments. Afin de pouvoir quantifier une multitude de métabolites, on peut utiliser l'UHPLC couplé à une barrette de diode. Alors ces quantifications de métabolites se déroulent en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a l'échantillonnage, puisque les échantillons proviennent de différentes matrices, l'eau, le sol, les sédiments, des organismes vivants comme les plantes ou les cyanobactéries. Donc c'est important d'avoir une bonne stratégie d'échantillonnage, savoir où on prélève, combien de réplicas on va faire, ainsi que le volume ou la masse
d'échantillons à déterminer sont importants pour bien définir la variabilité biologique. Les échantillons sont ensuite stockés et préparés en fonction de leur origine et des métabolites recherchés. On peut par exemple sécher par lyophilisation puis congeler. Ensuite, on a l'extraction et la purification. Donc les métabolites sont extraits par différentes techniques et on a besoin parfois de réaliser une purification pour enlever le maximum de molécules indésirables et assurer une meilleure quantification des métabolites ciblés. Après extraction et purification, l'échantillon est prêt à être injecté en UHPLC. Le principe est le suivant, un solvant ou un éluant entraîne l'échantillon soluble dans la colonne qui va séparer les métabolites qui sont ensuite détectés par une barrette de diode. Dans ce processus, on a donc une phase mobile, c'est le solvant ou l'éluant qui va entraîner l'échantillon injecté dans la boucle. On va donc pouvoir utiliser différents types de solvants. On a des solvants polaires, des solvants à polarité moyenne ou des solvants fortement apolaires. La phase stationnaire de ce processus est composée d'une colonne. Une colonne, elle est remplie de billes de silice greffées avec des substituants. Alors, une colonne C18, par exemple, est constituée de chaînes alkynes à 18 atomes de carbone qui est hydrophobe. Les composés hydrophobes de l'échantillon sont donc élués en dernier. La phase de détection de nos métabolites correspond ici à un détecteur à barrette de diode. Donc c'est un spectrophotomètre qui va mesurer l'absorbance des métabolites de l'échantillon à des longueurs d'onde comprises entre 190 et 630 nanomètres. Ce détecteur est donc capable d'analyser en simultané une large gamme de longueurs d'onde. Mais alors que veut dire le U de UHPLC? Eh bien ça veut dire que la phase mobile est pompée à ultra haute pression, jusqu'à 1300 bars, à travers une colonne qui a des particules submicroniques, c'est-à-dire inférieures à 2 micromètres. C'est donc plus rapide, la résolution est plus élevée et on a moins de consommation de solvant qu'en HPLC. Les résultats d'analyse des échantillons passés en UHPLC sont des chromatogrammes. On a donc des résultats qualitatifs, combien de métabolites sont présents et quels sont ces métabolites. Un chromatogramme est donc composé de nombreux pics qui correspondent, si la séparation est bien faite, à un seul métabolite. Un pic est caractérisé par son temps de rétention, en fonction de la colonne utilisée, sa surface, hauteur et largeur, et pour chaque pic chromatographique, on va pouvoir visualiser le spectre correspondant à une longueur d'onde donnée. Donc on va avoir une information sur sa structure et sur sa pureté. L'identification des pics, donc des métabolites, est réalisée grâce à des comparaisons avec une bibliothèque de spectres de molécules. On a également des résultats quantitatifs avec ces chromatogrammes. Quelles sont les concentrations de ces métabolites? Pour cela, on va déterminer la surface du pic, puisque l'on sait que la surface du pic est proportionnelle à la quantité de la molécule présente. On va également pouvoir déterminer sa concentration en réalisant une gamme étalon avec un standard. Alors, les techniques HPLC peuvent être utilisées en paléolimnologie. La paléolimnologie, c'est l'étude des sédiments des lacs. Donc, les sédiments des lacs sont de vraies archives qui recèlent d'informations riches et variées sur les conditions passées des lacs et de leurs bassins versants. Dans ces archives, on peut notamment retrouver les pigments des communautés bactériennes et photosynthétiques passées. En effet, certains pigments comme les caroténoïdes, chlorophylles et leurs dérivés peuvent être préservés bien longtemps après que les structures cellulaires des organismes qui les contenaient ne se dégradent. Il y a même certains chercheurs qui ont retrouvé des porphyrines, un composé organique essentiel à la composition de l'hémoglobine et de pigments algaux, dans des sédiments marins vieux de 1,1 milliard d'années. Alors, l'intérêt d'extraire les pigments des sédiments, il est multiple et ici au cartel, on l'utilise afin de cibler et quantifier des groupes phytoplanctoniques pour reconstruire l'historique des lacs de nos régions et mieux définir l'état de référence, la variabilité dynamique naturelle de ces communautés avant les perturbations anthropiques. Cela nous permet notamment de mieux comprendre l'influence des perturbations environnementales, anthropiques et climatiques sur les producteurs primaires. Par exemple, on peut reconstruire comment les populations des phytoplanctons du Léman ont évolué au cours du temps. Sur ce graphique, on peut notamment constater que la production algale totale a augmenté fortement dans le lac Léman suite à l'eutrophisation du lac.
Tous les groupes algaux répondent positivement aux taux élevés en nutriments. Il est aussi intéressant de constater que la concentration diminue suite à la diminution en nutriments jusque dans les années 2010. Ensuite, malgré le retour du lac à un état méso-oligotrophe, les concentrations ne reviennent pas à l'état de référence et elles augmentent de nouveau dans les années 2010. Lorsque l'on regarde de plus près, on constate que c'est surtout dû à une augmentation de cryptophytes et algues brunes diatomées chrysophytes. On peut émettre l'hypothèse que cette augmentation est due à une augmentation de la température de l'eau, mais on sait aussi qu'il y a plusieurs facteurs en jeu dans le lac Léman, notamment l'introduction de certaines espèces invasives, comme la moule quagga. Il est donc important de coupler ces données avec des données de suivi limnologique afin de mieux comprendre les mécanismes qui entraînent ces changements et qui empêchent l'écosystème de revenir à un état de référence. La quantification des métabolites produits par les producteurs primaires, elle est importante si on veut mieux comprendre les conséquences écologiques des signaux chimiques émis. L'allélopathie est un domaine de recherche qui étudie les interactions directes ou indirectes entre les producteurs primaires et les autres organismes environnants via la libération de ces métabolites. Ces interactions sont dépendantes de facteurs abiotiques, mais également de facteurs biotiques. En milieu aquatique, ces métabolites peuvent être émis dans l'eau, dans le sédiment, le sol et dans l'air. Il existe différents types d'interactions allélopathiques. Des interactions macrophytes-macrophytes. Par exemple, les métabolites émis par les nageaces, plantes donneuses, vont ralentir la croissance des potamos, plantes cibles. On a également des interactions entre macrophytes et phytoplancton. Par exemple, les genres Myriophyllum, Elodea, Typha produisent des métabolites qui vont être capables d'inhiber le développement de cyanobactéries. Inversement, les cyanobactéries sont elles aussi capables d'émettre des métabolites qui inhibent la croissance, la photosynthèse des macrophytes. Certaines de ces plantes sont dites plantes exotiques envahissantes et ces métabolites émis constituent alors un facteur explicatif à leur invasion. C'est la théorie des armes chimiques. Les interactions entre phytoplancton et phytoplancton concernent principalement les études portant sur les blooms, que l'on retrouve à l'échelle mondiale et qui posent des problèmes de santé publique. Par exemple, Plantotrix inhibe ou stimule la croissance de Synechococcus via la libération de cyanotoxines selon les conditions du milieu, température ou nutriments. Les métabolites sont donc omniprésents dans tous les milieux. On en connaît plus de 200 000, mais on pense qu'à peine 10% de ces substances sont aujourd'hui décrites. Pour quantifier l'ensemble des métabolites d'un organisme, ce que l'on définit comme son métabolome, nous avons donc besoin de techniques analytiques performantes. On a la possibilité de coupler l'UHPLC avec d'autres détecteurs que la barrette de diode, comme par exemple un spectromètre de masse. On peut également utiliser des chromatographies en phase gazeuse couplées à un spectromètre de masse. À l'heure où la pression anthropique est forte, découvrir des métabolites naturels et mieux comprendre leur rôle dans les écosystèmes actuels et passés sont des enjeux scientifiques majeurs. Leur valorisation est également prometteuse dans différents domaines tels que l'agroécologie ou la pharmacologie. Le cours sur la quantification des métabolites grâce à la méthode de l'UHPLC a été dispensé à des étudiants internationaux lors de l'école d'été 2023 de l'UMR Cartel à Thonon-les-Bains. Nous leur avons demandé de présenter des utilisations possibles de cette méthode. Une application possible des HPLC sont la détection de polluants, notamment dans les lacs, comme les pesticides, qu'on va pouvoir détecter du coup à l'aide de cette méthode. Et cette méthode, elle permet aussi de détecter donc les concentrations de ces polluants. Et donc, on va pouvoir déterminer si le lac est en bonne santé écologique ou non. It's a very interesting technique to monitor cyanotoxins or other toxins in the lake to sustain the safety for people entering the lake. Pour étudier les pesticides qui arrivent dans le lac, la principale méthode utilisée est l'HPLC. Une deuxième méthode est aussi couramment utilisée, qui est la chromatographie en phase gazeuse. Et ces deux méthodes peuvent être combinées puisqu'elles reconnaissent des molécules qui sont différentes.
So this week we've been learning about HPLC methods to study metabolites, to better understand processes that happen between different organisms and like ecosystems, and to figure out which organisms regulate or inhibit other organisms in the ecosystem. Une fois les organismes, les éléments de notre écosystème présents sont identifiés et connus, on peut chercher les interactions qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, les interactions entre les macrophytes qui peuvent sécréter des métabolites qui peuvent contrôler la croissance de certaines algues. Du coup, on peut aussi utiliser les HPLC dans le cadre du paléoenvironnement. Le paléoenvironnement, ça va nous permettre de reconstituer l'histoire environnementale passée d'un milieu, donc que ce soit d'une tourbière ou même d'un lac. Et ça va nous permettre de connaître, d'avoir un état de référence écologique du milieu étudié. Et ça va devenir un objectif pour les différents plans de restauration et de gestion. Donc on peut utiliser l'HPLC pour connaître par exemple les différents cyanotoxines qui sont présents dans les sédiments et pouvoir savoir comment le lac, potentiellement ici, a été impacté par les différentes activités humaines dans le passé.